Poker XY Showdown, l'émission qui t'apprend, te comprend, te détend, te surprend. Tous les mardis à 21h sur French Poker Radio, la meilleure des web radios. Mais pourquoi est-il si méchant? Bienvenue à tous dans l'émission Poker XY Showdown. Ce soir, nous sommes toujours en compagnie de Christelle qui est là tous les mardis. Bonsoir, tous les mardis soirs, bonsoir. Et en compagnie de la diva du poker canadien, la joueuse mondialement connue et la plus talentueuse de sa génération, Isabelle Mercier. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Christelle, bonsoir Anthony. Ça fait plaisir de te recevoir. C'est un plaisir d'être là, merci beaucoup de l'invitation. Ouais, c'était un plaisir de t'inviter en fait. Pour nous, ça tombait sous le sens. Christelle, peut-être une petite présentation? Petite présentation, bien sûr. C'est parti. Donc Isabelle, championne WPT, pionnière du poker féminin, une des premières joueuses quand même à être partie avec son sac sur le dos à Las Vegas pour aller jouer des coudes aux tables des barbus de là-bas. Et d'avoir ouvert la voie et d'avoir donné certainement la vocation, comme à moi, à beaucoup de joueuses, de devenir peut-être pas professionnelle, mais en tout cas d'avoir un certain niveau et d'avoir ses chances au même titre que les hommes. Donc avec son jeu hyper agressif, elle se dévoilera au fur et à mesure de l'interview, elle nous fera part de son actualité, toujours riche, parce que c'est une femme d'affaires talentueuse, pleine de peps et créative. Créative. Et autour de la table. Et autour de la table aussi. Alors tu t'es dessiné une carrière d'avocate? Oui, en effet. En fait, je n'étais pas destinée. Disons que, honnêtement, si le poker avait été ce qu'il est aujourd'hui, il y a de ça, une quinzaine d'années, je pense que je me serais dirigée directement dans cette voie. Et ceci n'est pas une incitation aux jeunes à ne pas aller à l'école, bien sûr. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tout le monde allait à l'université. J'étais douée à l'école. C'était assez simple. Mais je savais pas ce que j'avais envie de faire, donc je me suis tournée vers le droit. Je me suis dit que c'était, je me voyais comme dans les films avec ma toge en train de plaider, et voilà le grand spectacle. Et mais en fait, ça s'est pas passé comme ça du tout parce que je suis pas du tout matinale. Et quand on a dû faire les choix de cours à l'université, tout ce qui était droit pénal et tout ça, c'était les cours le matin, à 7h le matin. Et tout ce qui était droit commercial, c'était à 19h le soir. Donc, je me suis orientée en droit commercial pour pouvoir dormir le matin. Donc, j'ai terminé dans un cabinet parce qu'après les études, l'école du barreau, il faut pratiquer. Il faut pratiquer pendant 6 mois après pour avoir la licence. Donc, je me suis retrouvée dans un cabinet, ultra select en droit commercial. C'était totalement endormant. J'ai pas du tout aimé mon expérience. Et alors là, pour de vrai, il fallait que je sois au bureau à 9h le matin. C'était pas une blague. Donc, j'ai trouvé ça très, très dur. Il t'a annoncé les cours à 9h du matin. T'as dit non, mais vous déconnez ou quoi? Ah ouais, c'était affreux. Et le pire, c'est pas, pour moi, c'est pas nécessairement me lever le matin, c'est le soir. C'est quand il est minuit et que je me dis, oh là là, dans 7h30, il faut que je me lève. Et là, il est 1h du mat et dans 6h30, il faut que je me lève. Le soir, c'est affreux. J'ai pas envie de dormir, quoi. J'ai envie de vivre. J'ai pas envie que la journée se termine. Donc, ça a été très, très difficile. Et oui, c'est vrai que j'avais un super poste dans un super cabinet à Montréal. Oui, destiné à une carrière et tout. Mais dans ma tête, c'était, mais qui sont ces gens pour m'imposer, d'être là de 9h le matin à 18h, de m'habiller de telle façon en tailleur et tout, ce qui est totalement inconfortable, d'aller faire le lunch de midi à 13h, d'être retour au bureau, mais c'est pas une vie, ça. Ouais. Voilà. Donc, on parle d'une carrière qui est en fait présente, entre guillemets. Bon, après, si on est passionné, bien sûr, par ce qu'on fait et tout, ça change toute la donne, mais je ne l'étais pas du tout. Comme je vous dis, je suis allée en droit parce que, c'était une discipline qui me semblait complète. Je ne savais pas quoi faire. J'ai hésité à psychologie, mathématiques, éducation physique, droit et tout. Et voilà, je suis terminée en droit comme j'aurais pu faire n'importe quoi. Et ce qui était quand même assez drôle, c'est que quand j'ai fait le stage de 6 mois, Ouais. Alors, pendant les interviews, ils m'ont dit « Est-ce que vous êtes consciente qu'il n'y aura pas de poste pour vous après ?»
C'est-à-dire, on prend un stagiaire par 6 mois, mais il n'y a pas de possibilité d'embauche. Et je leur ai dit, ben écoutez, c'est parfait parce que de toute façon, moi, je veux faire le tour du monde, voilà, j'ai plein de projets et tout. Et ils étaient morts de rire. Bien sûr, ils y croyaient pas du tout. Voilà, tout le monde dit ça, personne ne le fait. Et ben voilà, aujourd'hui, je suis encore en contact avec eux et voilà, ils sont super fiers de mon parcours. Et en effet, je suis partie et j'ai effectivement fait le tour du monde, pas dans les conditions que j'imaginais, encore mieux que ce que j'imaginais, donc via le poker. Et bon, ça a été une super expérience quand même, mais je pense pas que j'étais vraiment destinée à une carrière d'avocate, quoi. Tout ça, c'est trop tôt le matin, quoi. Ouais. Donc, tu as tout plaqué dans le but de te lancer dans l'aventure du poker, quoi. Exactement. Et j'ai vraiment plaqué parce qu'il s'est passé un truc extraordinaire. Au bout des 6 mois, ils m'ont offert un poste, ce qui était absolument pas prévu. Et moi, j'avais envoyé des CV dans une centaine de casinos dans le monde. C'était le début de l'Internet. J'avais trouvé des adresses. J'ai appliqué partout, même en Égypte, quoi. J'ai appliqué partout. Ah, quand même. Et j'avais pas eu de réponse. Donc, ils m'ont offert un poste permanent. Donc, à reculons, j'ai dit oui parce que j'avais rien. Et le même week-end, donc ça, c'était un vendredi soir. Et le même week-end, j'ai reçu un appel de l'Aviation Club de France. Ils faisaient une formation croupier poker. Et alors là, j'ai eu 48 heures de réflexion énorme. J'ai parlé avec des amis, j'ai parlé avec ma mère, voilà. Et tout le monde m'a dit mais pourquoi tu nous demandes? On sait tous que tu vas y aller, quoi. et, et je suis retournée le lundi matin au cabinet par respect. Je leur ai dit que j'avais une offre, qui était quand même ridicule, quoi, croupier poker. Mais bon, c'était sur les Champs-Élysées, à Paris. Et voilà, ils m'ont dit. Alors ça a été super. J'ai parlé avec le vice-président du cabinet. Il m'a dit, écoute, quand j'avais ton âge, moi aussi, je rêvais de voir le monde, voilà, et voilà. Et il m'a dit, là, ça fait 40 ans que je travaille ici et j'ai 3 semaines de vacances par année. En gros, il m'a dit, va-t'en tout de suite, quoi. Le truc pour te dégoûter, quoi. Exactement. Donc, j'ai fait, merci beaucoup, je vais serrer la main. Et 4 jours après, j'étais à Paris et je faisais la formation croupier à l'Aviation Club de France. Ça a été le début. Ouais. D'où te vient cette passion du poker, en fait? Alors j'ai commencé à jouer quand j'étais très jeune. Je devais avoir, alors là, très très jeune, 5-6 ans. Mon père et mes oncles se réunissaient tous les samedis soirs et ils jouaient aux cartes. Alors c'était le poker, c'était Dealer's Choice. C'était au Québec, on avait King and Low, Dame la suivante, toutes sortes de variantes reliées au poker. Et ils ont eu la gentillesse de me laisser m'asseoir avec eux et jouer, même si j'étais très jeune. J'avais mon propre argent, voilà, et j'ai appris très vite. J'ai toujours été quand même une personne qui aime les jeux, qui aime gagner, qui aime s'amuser, donc vraiment ça fait partie de ma vie, toute ma vie. Okay. C'était quand tu abandonnes la carrière d'avocate et que tu te lances dans le poker, c'était dans le but avoué d'être professionnel? Eh ben pas du tout alors, parce qu'à l'époque il y avait toujours pas, à l'époque, avant d'arriver à l'ACF d'ailleurs, je savais même pas qu'il y avait du poker dans des casinos. Alors ça, c'est il y a plus que 15 ans, entre 15 et 20 ans. Donc je savais même pas qu'il y avait du poker dans des casinos. J'étais quand même moi-même croupier au casino de Montréal pendant que je faisais mes études en droit. Il n'y avait pas de poker, donc bon, il y avait le blackjack, le stud, tout ça. On ne devient pas vraiment professionnel de blackjack et tout ça. Et voilà, et sans sponsoring, et sans télé, et sans l'internet, c'était difficile d'imaginer d'être professionnel de poker. Et même à l'époque, je vous cache pas, je suis arrivée à l'ACF en 1999. Un samedi soir à minuit, il y avait une table. Ouais. Il n'y avait pas 20 tables comme aujourd'hui, quoi. Ça n'avait rien à voir. Ils sont même les unes sur les autres aujourd'hui. Ouais, voilà, exactement. À l'époque, il y avait une table et c'était toujours les mêmes joueurs. Voilà, c'était un milieu très, très select, très, très fermé. Même quand je suis arrivée à l'ACF, ça m'a pris 2-3 ans avant de considérer que, oh là là, moi aussi, je veux être professionnelle, quoi. J'ai le talent pour le faire et c'est ce que je devrais faire. Et tu avais déjà dans l'idée de t'acheter un jet privé à cette époque? Je pense que j'ai toujours eu quelque part ces grandes ambitions, de réussite. Bon, après, chacun son truc, c'est pas tout le monde qui a les mêmes rêves et tout ça, mais c'est vrai que ça fait partie un peu de... Voilà, j'aime bien le confort, j'aime bien ne pas avoir à compter, découper des coupons, faire mon budget. Bon, ça m'est arrivé aussi plein de fois dans ma vie, voilà. Ouais. Mais j'aime bien être assez libre à ce niveau et pouvoir me payer des folies de temps en temps. Justement, une de mes passions, c'est la gastronomie, donc ça coûte cher quand même, les bons restaurants. Et ça se digère vite, quoi. Il en reste pas grand-chose. Donc, oui, ça a toujours fait partie un peu... De toute façon, j'ai commencé à bosser au Québec, ça n'a rien à voir avec la France. Mon premier boulot, je l'ai eu à 14 ans. J'étais caissière dans un restaurant. Donc, toute ma vie, j'ai gagné mon argent, j'ai bossé, j'ai eu ma voiture à 16 ans, mon appartement. J'ai toujours été très indépendante et j'ai toujours eu cette envie de voler de mes propres ailes et voler très haut, quoi. Ouais.
Et quand tu es parti à Las Vegas, tu as eu des périodes sûrement de découragement dans ta quête de titre et puis de reconnaissance aussi, de victoire. J'en ai eu plein et j'en ai encore aujourd'hui. Et ça me fait un peu rire parce que la plupart de mes amis, quand je parle avec eux, bon, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont pas nécessairement heureux à 100% dans leur boulot, dans ce qu'ils font et tout. Et je leur dis, mais suivez vos rêves et tout. Et ils me répondent, oui, mais toi, Isa, on sait bien, tout ce que tu fais, ça marche. Et alors, j'explose de rire. Alors, pas du tout. Il y a un truc sur 100 que je fais qui fonctionne. Les 99 autres, je me plante, quoi. Ça marche pas du tout. Donc, oui, j'ai eu plein de moments difficiles, des moments de doute, des échecs. J'en ai encore aujourd'hui, mais heureusement, il y a aussi des réussites, des moments plus cool qui donnent envie de continuer et de se battre. Et voilà, la vie, c'est jamais, c'est pas toujours facile, c'est pas nécessairement une partie de plaisir du début à la fin. Il faut être déterminé, motivé. Et c'est surtout la perception qu'on s'en fait qui fait la différence. Et tes motivations pour surmonter les moments difficiles, c'était les victoires alors? Les victoires et aussi, bon, il faut pas oublier que juste, voilà, je me dis, j'ai la santé, j'ai ma famille, j'ai des amis, je fais ce que j'aime. Quand on regarde autour de soi, bon, je pense qu'on fait partie du 2% de l'élite du monde. Je veux dire, on a accès à tout, on a de l'eau, on a de la nourriture. Enfin, donc c'est vrai que quand on a tendance à se regarder un peu soi-même et se plaindre un peu pour tout, c'est dommage, quoi, parce qu'on est vraiment privilégié. Donc, quand on arrive à se remettre ça en perspective, voilà, quoi. Donc tout va très bien en fait, même dans les moments où ça va pas bien, ça va bien. Et en bout de ligne, j'ai aussi compris dans la vie, même si c'est difficile à voir, que de temps en temps il se passe des trucs pas cool et en fait ça se passe pour le mieux et on s'en rend compte plus tard parce que si c'était pas arrivé, ça se serait pas arrivé derrière et ainsi de suite. Vrai. Donc mais c'est sûr que dans des moments difficiles, on pense pas comme ça, quoi. On se dit pourquoi, et là, et pourquoi moi, et ça marche pas, et bon. Mais voilà, il faut rester fort, et bon, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire, mais bon, en gros, c'est ça. Ce qui a été le déclencheur, c'est quand tu as fait deuxième au tournoi à Amsterdam, non? Ça a été un vrai élément déclencheur qui est arrivé en plus par hasard. Alors, l'Internet venait juste d'arriver, donc j'avais commencé à jouer sur Internet, bien sûr. Et c'était Bruno Fitoussi, mon premier mentor. Il devait jouer ce tournoi à Amsterdam qui coûtait 800 € l'inscription. À l'époque, c'était énorme. C'était le plus... Ah ouais, c'était en 2002, donc c'est il y a 10 ans. C'était le deuxième plus gros tournoi de la semaine à Amsterdam. Et alors, je me souviens plus s'il était malade, il avait un rendez-vous, il y avait quelque chose. Il m'avait donné son ticket. Donc, je devais pas du tout jouer de ce tournoi. Je l'ai joué et j'ai terminé deuxième. Donc, en 12 heures, j'ai gagné 52 000 €, je sais pas quoi. Alors que j'étais une salariée. Bon, je gagnais bien ma vie, mais pas 50 000 € par mois, quoi, loin de là. Donc, là, j'ai réalisé que, oh là là, déjà, je joue mieux que plein de ces joueurs-là. Et bon, le niveau était pas du tout le même qu'aujourd'hui non plus. Et que, ouais, j'ai envie de faire ça, quoi. Ça faisait déjà 4 ans que je bossais à la CF. Donc, dans les 6 mois qui ont suivi, voilà, j'ai vendu tout ce que j'avais et j'ai décidé de devenir professionnelle. Justement, ça rejoint un peu la question d'Alex Martinez qui viendra rejoindre notre émission plus tard, je crois à partir du 27 pour faire un petit cours de coaching. Est-ce que tu as toujours respecté ta bankroll? Au début, j'avais 10 000 $ quand je suis devenue professionnelle. N'essayez pas ça à la maison. Hein. C'était vraiment furieux comme idée. Moi, je connais mais bon, t'as vendu tous tes biens, hein, c'est ça. Hein. Voilà, parce que je suis une personne qui dépense beaucoup, donc j'avais dépensé tout ce que je gagnais dans les années précédentes. J'avais plein de sacs Chanel, plein de trucs. Bon, j'ai tout vendu pour ramasser des sous, pour avoir un fonds de roulement. Quoi, j'ai ramassé 10 000 $. Je suis partie avec ça et j'ai eu vraiment du mal. Il y a eu entre autres un moment où j'avais plus rien. Quoi, j'avais plus rien devant moi, il me restait 0 $, donc je me suis dit bon, je me suis trompée, je vais redevenir avocate, voilà, ça a été un grand moment de déprime, voilà. Ouais. Et il me restait de quoi m'inscrire dans un dernier tournoi, c'était à Turning Stone à l'époque, à New York, et je me suis inscrite dans le tournoi et j'ai regagné dans ce tournoi les 10 000 $ pile. J'ai terminé 4e ou 5e, le truc qui est venu d'une autre planète. Et en fait, j'ai terminé dans ce tournoi, j'ai fait une belle prestation parce que au tout début, la deuxième main du tournoi, j'avais 2-10 et la structure était complètement bizarre. Il y avait petite blinde, grosse blinde et ça a fait limp, 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 limp. Voilà, genre 6 limpers. J'en faisais partie avec les 2-10. Et encore une fois, on est au niveau 2002, hein, donc attention. Et là, il y a un joueur qui a fait tapis. On est à la deuxième main du tournoi, il a fait tapis, tout le monde a acheté, et moi j'ai voulu faire la police, et je l'ai payé, et le joueur avait 2 as, et j'ai perdu le coup, et
j'avais 1 ou 2 jetons de plus que lui. Et voilà, j'ai sauté du tournoi, quoi. Il me reste 50 devant moi et je suis repartie de cette deuxième main et j'ai terminé en 4e place. Et ce qui m'a aidé dans ce tournoi, c'est que j'avais dans ma tête déjà perdu. Il me restait plus rien. J'avais peur de rien et donc j'ai pris des risques énormes et j'ai joué d'une façon, voilà, quoi. Il peut rien m'arriver puisque je suis déjà morte et ça a vraiment payé. J'ai terminé 4e ou 5e, je crois qu'on avait fait un deal et j'ai repris 10 000 et donc ça a relancé mon rêve à partir de là et j'ai été invitée au World Poker Tour Ladies Night tout de suite après et donc après ça s'est enchaîné à 100 000 à l'heure. Donc il faut vraiment tenir le coup et avoir foi quand c'est nos vrais rêves, quoi. Jamais abandonner, quoi. C'est Mike Sexton d'ailleurs qui t'a donné ton surnom, non merci, lors de ce tournoi WPT. Oui, je le remercie encore à chaque fois que je le vois depuis 10 ans. Parce il a fait beaucoup, c'est clair, parce qu'on avait, Philippe Corza il y a quelques temps, et il nous disait que c'est pareil. Mike Sexton a dit que c'était le plus beau heads-up qu'il avait vu depuis qu'il commente le WPT quand il joue contre Marvin Rattenmeyer. Ok. Petit aussi, quoi, je veux dire. Il fait beaucoup. Il fait beaucoup, il laisse des traces, Mike Sexton. Sinon... Qu'est-ce qui t'a vraiment décidé à franchir le pas pour devenir professionnel? Ça a été cette deuxième place et tout de suite après cette deuxième place, je me suis rendue aux États-Unis. Là, tu t'es dit que tu pouvais être professionnel. Ouais, je me suis rendue. Oui, là j'ai commencé. Déjà à partir de ce tournoi, je me suis mis à jouer sur Internet du matin au soir. Là, c'était voilà, dès que je Internet, même à la CF, j'avais du mal à bosser parce que sur l'ordinateur, je jouais sur Internet. Le soir, je rentrais chez moi, je jouais sur Internet. Il fallait que je me force à aller me coucher. Là, c'était démentiel. Les 2 premières années, je jouais 10 heures, 12 heures par jour sur Internet, quoi. Je pense comme la plupart qui découvrent le poker sur Internet, au début, c'est très addictif quand on y passe beaucoup de temps. Bon, je pense au début, pas très présent. Et je partais aux États-Unis pour un sommet du World Poker Tour sur le marketing du World Poker Tour. Et une amie m'a donné un bouquin. Et dans ce bouquin, il y a une phrase clé qui disait si vous avez l'or du monde, que feriez-vous? Si vous avez peur du monde, c'est ça? Si vous aviez tout l'or. Pardon. Ah. Voilà, si vous aviez tout l'argent du monde. Tout l'or du monde, excuse-moi, il y a quelques petites coupures venant de chez toi, c'est pour ça. Si vous aviez tout l'argent du monde, tout l'or du monde, que feriez-vous? Et bon, c'est sûr que les gens répondent oui, je partirai en vacances, je ferai le tour du monde, bon ça va, mais après 1 an, 2 ans, 3 ans de vacances, que feriez-vous, quoi, je veux dire. Et moi, instinctivement, j'ai répondu si j'avais tout l'argent du monde, je jouerais le gros tournoi de poker du monde. Et ensuite, le bouquin poursuit et dit quand vous avez la chance, faites-le et vous aurez tout l'or du monde. Et donc, je me suis dit, ok, d'accord, je veux bien, mais comment je fais pour jouer à tous les tournois du monde puisque je dépense tout ce que j'ai. Et je me suis dit, voilà, je vais vendre tout ce que j'ai, je vais partir avec mon bankroll et je vais essayer, quoi. Je vais jouer au poker du matin au soir et je vais tenter. Et ça a pris je pense que ça a pris 12 entre le moment où j'ai lu cette ligne et j'avais signé avec Stars et je jouais tous les plus gros tournois du monde. Bon, 12 mois, c'est quand même long, c'est pas demain matin, mais j'ai vraiment tout fait pour, et voilà, quoi, ça s'est passé. Comment était vécu, en fait, à cette époque, la présence d'une joueuse agressive aux tables dans la communauté, des hommes qui revendiquent cette communauté? En même temps, ça fait aussi partie de la confiance en soi qu'on a nous-mêmes et ce qu'on dégage. Je pense que c'est sûr que si j'étais arrivée aux tables totalement intimidée, en tremblant, les hommes me l'auraient fait payer cher, je pense. Ouais. Bon, après, la chance de commencer à jouer avec mon père et mes oncles, donc entouré d'hommes dès mes 5 ans. Donc c'est quelque chose que j'ai bien vécu toute ma vie. Et bon, à l'époque, il y avait absolument pas de femmes, il y en avait juste pas, quoi. Donc c'était pas. Encore aujourd'hui, il y en a pas beaucoup. Et je pense que c'est quand même un milieu qui accepte quand même assez bien les femmes. Et les mecs, ils sont contents quand il y a une jolie nana à la table qui sourit, qui rigole. Voilà. Bon, il y a aussi des mecs qui supportent absolument pas. Il y a des joueurs qui savent pas jouer, les femmes, tout simplement. Ouais. C'est les meilleurs clients, quoi. Le mec qui peut pas supporter que je sois là en train de rire, rigoler, danser, relancer, c'est le mec, je vais l'attraper, quoi. Je veux dire, je misais énorme, il va payer, quoi. Donc ça, c'est les meilleurs clients. Mais bon, en général, je n'ai pas vraiment eu de problème majeur de me faire accepter par les hommes. Voilà, quoi. De toute façon, au poker, il faut être fait fort. C'est pas une discipline pour les mauviettes, quoi. Il faut se tenir debout, se tenir droit, s'asseoir à la table et s'imposer, quoi. Donc si on n'est pas capable, pour un homme ou une femme, ça marchera pas, quoi.
Il y a une question de Karine sur le chat qui demande ça fait combien d'années que tu es pro et en combien de temps tu es devenu pro? Alors, professionnellement, officiellement, c'est en 2004 que j'ai quitté l'ACF, en janvier 2004, pour devenir professionnel. Allez, en septembre-octobre, j'ai finalisé un contrat avec PokerStars. Donc, allez, en dedans d'une année, je me suis quand même battue pendant un an sur les tables de cash game du monde. Donc, j'ai fait du cash game. Et après, suite au contrat, ça a été un peu plus simple. La pression tombé un peu, ça m'a permis de voyager, de jouer des tournois, et où là j'ai poché pas mal de profits quand même, et voilà, à traverser le monde dans des conditions géniales. Ok. C'est quoi ton meilleur souvenir en tournoi pendant ces 5 ans où tu as voyagé de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel? Dans ta valise, comme tu disais. Dans ta valise, voilà. Il y en a vraiment beaucoup, honnêtement. Il y a plein de beaux souvenirs, plein de tournois, plein de rencontres, des soirées, des délires. Franchement, je pense que j'ai eu une chance énorme de vivre du poker pendant ces années-là. En comparaison à aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. C'est pas la même chose. Le niveau est beaucoup plus haut. Le sponsoring non plus n'est plus le même. Quoi. Voilà, la taille des contrats, ça n'a plus rien à voir. Quand j'ai signé avec PokerStars, il y avait Chris Moneymaker et Greg Raymer. Voilà, c'était même pas un team, on était 3 ambassadeurs. Ouais. Voilà, beaucoup de joueurs mis à l'avant, médiatisés, tout ça, donc vraiment beaucoup de chance. Des souvenirs, j'en ai des tonnes. Je suis vraiment reconnaissante pour ces belles années que j'ai pu avoir au début. Donc, je me tape aussi dans le dos. Bravo Isa d'avoir fait le move à ce moment-là. Parce que quand j'ai vendu tout ce que j'avais, tout le monde me disait mais non, travaille encore 1 an ou 2, mets de l'argent de côté, après tu pourras le faire et tout. Et je me suis dit non, je pense que le moment c'est là quoi. Là, de femme et tout. Si j'attends dans 2 ans, 3 ans, je sais pas ce que ça aura l'air. Donc, je l'ai fait de suite. J'ai pris un risque énorme. Comme au poker, la vie, c'est une question de risque et récompense. Donc, il faut y aller, mais surtout, il faut suivre ses rêves. Et ses vrais rêves, parce que tout le monde n'a pas les mêmes rêves. Et si on est faux avec soi-même, ça marchera pas. Et sûr qu'un de mes souvenirs, c'est ma victoire au tour, le Ladies Night. Financièrement, ça ne représente rien, parce que c'était une inscription 25 000 du World Poker Tour qui était en avril de l'année d'après. Donc, ça m'a donné 0 dans mon portefeuille. Mais voilà, nos merci et le début de l'aventure qui s'est scellé ce jour-là. Quoi. Ok. Par la suite, tu as fait des belles performances. 7e aux $4 000 à l'EPT de Deauville en 2006. Il y a eu 5e aux $5 000 des NLH des WSOP de la même année. Première en 2009 du Charity Event de l'EPT Corps Final à Monaco. Et un total gain de 1,2 million en tournoi, quand même. C'est impressionnant. Et est-ce que ton souhait poker, qu'est-ce que serait ton souhait poker aujourd'hui? C'est sûr qu'au niveau poker, je pense comme tous les joueurs, ce serait d'être Phil Hellmuth, voilà. Ouais. Mais bon, comme j'ai pas, comme je me tourne aujourd'hui vers d'autres business, voilà, j'ai envie de trucs plus stables et plus solides que le poker. C'est une passion, ça va rester une passion toute ma vie. Et j'ai le prochain rapport premier World Poker Tour à Montréal. Voilà, ça, ce serait une consécration géniale. Mais bon, comme je parle souvent des rêves et tout, il faut être aussi conscient que de temps en temps, les rêves, ils changent et il faut s'adapter. Donc, pendant des années, mon rêve, c'était de devenir championne du monde, voilà, de gagner le championnat du monde à Las Vegas. C'est encore, bien sûr, un souhait très cher. Aujourd'hui, je ne vous cache pas que j'ai d'autres rêves. Je développe, moi, j'ai créé ma société. Je travaille beaucoup en consulting, en coaching. On a des projets technologiques, voilà, et ça m'excite autant, sinon plus qu'une part de 5 contre As-3, quoi. Je veux dire, il y a d'autres trucs dans la vie. Je reste toujours impliquée dans le poker, bien sûr. Toutes mes activités tournent autour du poker. Aujourd'hui, j'ai vraiment le souhait que tout ça, ça fonctionne, ce business, et que ça rapporte à long terme, voilà, sans avoir la pression, pour pouvoir jouer pour m'amuser, en fait. Déjà, je ne joue plus pour gagner ma vie. Quand je joue, c'est pour m'amuser parce que ça me fait plaisir. Maintenant, je gagne ma vie avec le business et tout ça. Et ça m'intéresse vachement. J'ai envie de développer ma société, quoi. Voilà. Parce que tu sais que si tu veux être Phil Hellmuth, il va falloir que tu tapes des crises, que tu pleures et que tu te roules par terre. Il va falloir faire preuve de plus de mauvaise humeur. Le faire.
Phil Hellmuth, il m'impressionne vraiment beaucoup. Sa détermination, c'est sa détermination qui le fait gagner comme ça. Il n'y a rien d'autre. Il n'est pas meilleur que tout le monde. Bon, il joue très bien, ça c'est sûr. Mais il y a plein de joueurs qui sont extrêmement talentueux. Ce mec, il dégage un truc. Il a une aura autour de lui. Il a une énergie. Ça crée une synergie à la table. Il a une détermination hors du commun. Il est vraiment très impressionnant. Bon, en même temps, il joue tous les tournois de l'année. Et moi, ça, c'est un truc qui, aujourd'hui, me tente moins. Donc, j'ai plus envie de travailler dans mon business du matin au soir que de jouer au poker du matin au soir. Nous, on l'admire beaucoup. Hein. Je disais ça en plaisantant, hein. T'inquiète. Moi, c'est un joueur que j'admire, comme tu dis, par sa dextérité, en fait. Et puis, je pense qu'il fait beaucoup de show, en fait, hein, tout simplement, à l'américaine. Et après, autour d'une table au restaurant, il est super sympa. C'est un mec tout à fait normal. Il est gentil. Tout va bien, quoi. C'est ce que tout le monde dit. En parlant de ton business, tu as créé ta propre compagnie, No Merci Productions. On le sait depuis peu, ta société qui offre l'assistance technique dans les opérations d'organisation et de promotion des tournois poker, la production et la vente de concepts télé liés au poker, la télé qui a été un coup de foudre pour toi aussi, et des offres de séminaires et coaching poker. Est-ce que tu peux nous en parler ? On a créé la société à Monaco récemment. Je travaille en consulting ici avec la société des Banmar, la SBM, pour le développement du poker. J'espère que je pourrai vous parler de vraies actualités poker à Monaco. Et sinon, je fais beaucoup de coaching et des séminaires avec des particuliers en collaboration avec les conciergeries de luxe, sur les bateaux, tout ça. C'est extrêmement intéressant. Je rencontre des gens super de tous les milieux. Et maintenant, je commence à le faire vraiment plus accessible avec les particuliers. J'aurai des offres sur Paris bientôt. Ça, c'est sympa parce que c'est pas tout le monde qui peut se déplacer à Monaco. Et voilà, c'est un programme coaching qui, je vous s'adresse plutôt à des amateurs, débutants, intermédiaires, mais pas vraiment aux joueurs super avancés. De toute façon, je me suis rendu compte que les joueurs super experts n'ont pas envie de coaching, ils n'ont pas besoin de ça. Il y a d'autres façons de s'améliorer que ça, quoi. Et voilà, donc ça, c'est super intéressant. Tu proposes du coaching poker à Montréal aussi, j'ai vu. Et bientôt au Paris. Bon, en vérité, j'ai pas été très souvent à Montréal cette année, justement avec le développement de la société, les activités en parallèle, les contrats que j'ai fait pour un sport. Donc, normalement, j'essaie d'y aller 2-3 mois par année, mais cette année, j'y suis allée que 2 semaines. Donc, j'espère qu'en 2013, j'aurai plus de dates à proposer pour Montréal. Tu gardes quand même un lien avec ACF Poker? Oui, l'ACF en général, c'est ma maison. Voilà, ça a été mon premier endroit de prédilection à Paris. J'y vais là régulièrement, quelques jours par semaine. Je joue aussi sur ACF. Lundis. Tous les premiers lundis du mois. Il y a un tournoi qui est vraiment sympa, c'est le rendez-vous des high rollers, que ça s'appelle, c'est 250 €. Et ce que j'aime bien de ce tournoi, c'est assez tard, c'est 21h, mais il y a entre 15 et 20 joueurs, donc le tout se joue en 2-3 heures. Donc ça me plaît pas mal, quoi, parce que c'est vrai que le dimanche, j'aime bien jouer au poker, mais jouer les Sunday Million, parce qu'ici à Monaco, on peut jouer sur le .com, jouer les Sunday Million de PokerStars qui démarre à 20h30, termine à 10h du matin, j'ai pas très envie parce que la vérité c'est que le lundi j'ai des activités et j'ai des rendez-vous, donc bien sûr si je suis assurée de gagner les 250 000 $, et je dors pas de la nuit, mais c'est pour me coucher à 8h30 du matin pour gagner 1 000 $, voilà, ça me bousille toute ma journée, les déjeuners, les rendez-vous d'après. Donc ça, je trouve ça un peu plus dur. Donc j'aime bien ce tournoi de ACF Poker qui dure 3-4 heures, 2-3 heures. Donc ça se joue en une soirée. Le niveau est intéressant, c'est parce que c'est 250 € le buy-in, il n'y a pas 2 millions de joueurs. Donc ça, tous les premiers lundis de chaque mois. Et sinon, bien sûr, à l'ACF, tous les tournois en live, même, voilà, cette semaine, j'avais ma maman et un copain en visite, on a joué à 150 €, un autre à 200 €. C'est fun, quoi. L'ambiance à l'ACF, elle est superbe. On dirait que c'est un peu décalé. Ça n'a rien à voir avec les tournois internationaux où tout le monde a la cagoule, les lunettes de fumée, enfin aujourd'hui un peu ça, et c'est dommage parce que le poker c'est un jeu social, on est là pour s'amuser. Justement, moi je préfère avoir Phil Hellmuth qui fait ses crises à la table qu'avoir 6 gamins de 20 ans qui parlent pas, qui ont la cagoule et les lunettes de soleil, quoi. Ah, Phil Hellmuth pourtant porte toujours des lunettes. Oui, il rigole, il parle, voilà. Il fait le show, oui. Moi, ça fait plaisir, on rigole, on peut lui... Moi, j'aime ça social. Et à l'ACF, on retrouve
Complètement, quoi, parce que c'est un peu toujours le même joueur, c'est une petite communauté et c'est super sympa. Je veux dire, on joue les tournois et on rigole toute la soirée. C'est super cool. Ça rejoint un peu la question que je voulais te poser, c'est comment tu décrirais le poker aujourd'hui? Bah, comme ça, mais sinon, en général, le poker aujourd'hui, c'est un niveau très très haut. Enfin, ça n'a rien à voir avec quand j'ai commencé en 2002. En 2002, j'étais la seule personne à faire un tribet à la table et le continuation bet, ça n'existait pas encore. C'était Gus Hansen et Paul Magriel qui m'en avaient parlé. Et c'est Ouais. pour ça que j'ai eu le nom No Merci. Personne faisait un continuation bet. Quand on misait après le flop, c'était parce qu'on avait connecté. Point final. Donc, le niveau aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Des 5 bets, 6 bets, floating call, La Vinazang, pourtant, t'avais posé problème lors du WPT. Pardon? La Vinazang, en heads-up, t'avais posé des problèmes pourtant lors du WPT. Zible, quoi. Elle avait pas peur, elle faisait des trucs qu'on n'avait pas vus encore. Enfin, Ouais, elle avait à manquer d'expérience, oui, c'est clair et net. c'était ça, mais ça fait, voilà, c'est souvent un problème en tournoi. C'est-à-dire que les joueurs amateurs, je veux pas dire que c'est plus difficile à jouer que les joueurs experts. C'est pas vrai, c'est plus facile, mais le problème qu'il y a, c'est que ce sont des boîtes à surprises. Ils peuvent, on n'arrive pas à les lire parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à lire leurs mains. Des fois, ils se croient très très forts alors qu'ils ne sont pas du tout. Alors, ils se croient très faibles alors que voilà, c'est un peu difficile. Donc ça, j'avais eu du mal avec la Vinazang, en effet, jusqu'à la fin. Mais voilà, le niveau, je le trouve très très haut. Et en même temps, je trouve qu'il y a un manque de... Je pense que le poker est encore trop désorganisé par rapport à ce qu'il devrait être. Donc, je pense que, bon, c'est sûr que les lois, les régulations dans les pays, ça ralentit tout. Mais la vérité, c'est qu'il devrait y avoir une ligue de joueurs comme la ligue de foot, avec des mecs qui sont salariés, qui portent des logos et qui sont salariés selon leur performance, avec des bonus dans les séries éliminatoires, des classements qu'on peut suivre dans les journaux, des paris sportifs. Tout ça devrait déjà exister et certainement existera sous peu. Et avec un encadrement énorme, des coachs sportifs, des nutritionnistes, et tout ce qu'il faut, parce que c'est quoi un tournoi de poker? C'est un marathon. Donc on doit courir un marathon à chaque semaine, mais qui tiendra le plus longtemps? Je veux dire, c'est très difficile et on n'a aucun encadrement. Il y a encore des joueurs de poker qui mangent des frites et qui boivent de la Red Bull, et c'est ça leur régime, quoi. C'est vrai, on a une question de Darkos sur le chat qui nous dit, tu nous dis que lorsque tu as commencé le poker, le niveau n'était pas le même. Actuellement, avec les différents médias, même les débutants sont éduqués sur les principes du base du poker. Il devient donc plus difficile d'être un joueur gagnant et régulier, puisque les niveaux ne cessent d'augmenter. S'engager dans la voie du professionnalisme aujourd'hui est-il plus risqué que lorsque tu t'es lancé? Ah, mais 100%. Le niveau du poker aujourd'hui, déjà à l'époque, on disait it's a tough way to make an easy living, donc c'est une façon difficile d'avoir la vie facile. Alors aujourd'hui, c'est une autre catégorie. Je veux dire, c'est très, très difficile aujourd'hui de s'engager dans cette voie. Si on n'est pas sûr à l'intérieur d'être vraiment talentueux et que c'est vraiment ce qu'on veut faire, c'est notre plus grand rêve et on est prêt à tout sacrifier et tout faire pour, faut oublier, quoi. C'est comme dire, allez, moi, je veux devenir Zlatan, quoi. Je veux devenir joueur de foot. Ouais. Facile, quoi. Il faut vraiment avoir le talent, la détermination, vraiment le talent, quoi. Et aujourd'hui, ça devient ça au poker. Ouais, Darko, tu t'es fait zlataniser là, par Isabelle directement. Donc tu recommanderais d'assurer ses arrières avant de commencer une carrière là? Pas nécessairement, parce que je suis aussi en faveur de plonger. Voilà, en fait, on a qu'une vie, on n'a qu'une garantie dans cette vie, c'est qu'on va mourir. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui peut nous arriver de pire en tentant de suivre nos rêves? Pas grand-chose. On peut toujours revenir en arrière. Mais la vérité, c'est que c'est extrêmement difficile. Donc sans assurer, il faut toujours à un bon moment donné sauter dans le vide, sauter sans filet quand on veut se lancer dans quelque chose. Mais le seul truc, c'est être sûr dans le fond de son cœur que c'est ce qu'on veut faire du matin au soir, avec ce que ça apporte de bien, de pas bien, d'échec, de réussite, parce que le poker, c'est extrêmement brutal, il faut le savoir. Il y a des moments où 98% favoris dans un coup charnier, la bonne finale des championnats du monde et on perd le coup. Et après, on demande à la vie pourquoi elle nous fait ça. Ben voilà, il faut être prêt à encaisser tout ça. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment être sûr que c'est ce qu'on veut avant de se lancer dans le poker, comme dans toutes les autres disciplines de ce genre. Tout ce qui est les arts, le sport, tout ça, c'est un peu... On sait jamais, quoi. On sait jamais. On parlait de l'évolution toujours du poker hein, depuis tes débuts. Et à ton avis, y a-t-il une meilleure reconnaissance et une acceptation des femmes aujourd'hui dans le poker? Est-ce que ça a vraiment changé? S'il y a une évolution?
Je pense qu'une acceptation, oui, clairement, puisqu'on a eu plein de championnes de poker féminines. Donc, c'est sûr que nous, les femmes, on peut gagner. Voilà, le problème, enfin, moi, ce que je me demande, c'est, mais où sont-elles, les femmes, quoi? Ça m'étonne. Ça fait 10 ans que je suis dans ce milieu en tant que professionnelle et l'Internet existe. Donc, tout le monde peut jouer chez soi en pyjama, même les femmes. Et je suis surprise de voir qu'il y a encore aujourd'hui un nombre comme 5% de femmes inscrites dans le championnat du monde. Elles sont où? J'ai pensé à l'époque, en 2012, il y aurait 50% de femmes et 50% d'hommes. Alors, pas du tout. Je me suis complètement plantée. Et je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de femmes. Je comprends juste pas. Alors, est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que les femmes ont peur de prendre des risques? Est-ce qu'elles préfèrent faire du shopping que jouer au poker? Enfin, tout est possible. J'arrive juste pas à... Il y a une acceptation et une reconnaissance, mais où sont-elles? Ouais. Dans les magasins en train de faire du shopping, comme tu dis. Dans les tournois Ladies, beaucoup. Oui. Ça, c'est très bien d'ailleurs parce que pour plusieurs femmes, c'est une première étape à franchir avant de se lancer dans le tournoi mix. Mais en tant que femme, on peut très bien se qualifier sur Internet pour le WPT de Montréal, comme tout le monde. Je veux dire, on n'est pas obligé de débourser les $3000. Et alors que les qualifiés, il y en aura 100 et c'est que des mecs. C'est ça que je comprends pas. Les femmes ne jouent pas non plus sur Internet. Enfin, j'y crois pas, quoi. J'ai du mal à comprendre. Et tout ce que je peux trouver comme explication, c'est l'éducation. Donc, à la base, on n'est pas amené à être aussi compétitive, sportive. On est plutôt classé dans une catégorie plus calme, la lecture. Je sais pas, j'arrive pas. Moi, je pense l'éducation aussi, puisqu'il y a pas mal de femmes qui s'occupent de leurs enfants, qui sont à la maison à s'occuper des enfants, et puis c'est le papa qui se sert de l'ordinateur pour faire un peu de poker, quoi. Oh. Bah, si, moi je pense qu'il n'y a pas d'égalité pour ça. Féministe. Dans ce débat, ça va durer longtemps, là, parce que... Justement, il y a Triscou35 qui pose une question sur le chat et qui demande si tu préfères jouer un tournoi Ladies ou un tournoi mixte. J'aime les deux. C'est vrai que dans le tournoi Ladies, il y a vraiment une atmosphère sympa. Pas toujours. C'est vrai que des fois, les Ladies sont un peu aussi un peu méchants. Genre, ouais. Mais en général, on rigole pas mal. Il y a pas. J'aime les deux. J'arrive pas. Bon, c'est sûr que mix, le prize pool est toujours plus gros. La récompense, le titre, c'est toujours dans les tournois mix. Donc, si je devais choisir, ce serait mix. Mais honnêtement, j'aime beaucoup jouer les tournois Ladies. En général, c'est très, très sympathique. Et bon, moi, je suis toujours en faveur de ce jeu comme étant un jeu social. C'est-à-dire, on est là pour s'amuser, rigoler, interagir. Donc, entre femmes, souvent, ça se passe comme ça. On rigole beaucoup. Les femmes sont limite too much, quoi. Elles s'excusent quand elles donnent un bad beat. Bon, en général, c'est très, très, très sympa. Ton souhait au poker serait de remporter un nouveau titre international, voire, comme tu nous l'as dit, le championnat du monde à Las Vegas. Comment tu te prépares pour un grand tournoi? Je me prépare. Je pense que c'est une hygiène de vie au quotidien. En fait, j'ai pas une préparation. Enfin, oui, avant le tournoi, je vais prendre un long bain. Voilà, je fais mon brushing, je mets de la musique. Mais j'ai pas une préparation telle quelle. C'est trop tard. Rendu la veille de tournoi, c'est trop tard pour se préparer. Donc, il faut se préparer tout le temps, quoi. En fait, c'est une hygiène de vie quotidienne. Aujourd'hui, je suis allée au Thermes Marin à Monaco, un magnifique endroit. Donc, le gym, la piscine, le hammam, le sauna. Sinon, la méditation tous les jours, le yoga et avoir une belle de vie et nous aide à pouvoir focuser en fait au poker. Ce qu'il faut faire, c'est abstraction de tout le reste pour être capable de lire l'adversaire et de savoir ce qui se passe. Alors si on pense à 2000 trucs en même temps, je dois répondre à 4 emails, je regarde un film sur mon iPad et je téléphone en même temps, je sais pas du tout ce qui se passe à la table et voilà. Et pour être capable de vraiment se couper de tout ça, la méditation et le yoga sont deux instruments exceptionnels pour y arriver. Il faut le faire. C'est une pratique régulière qui bizarrement est très difficile, ne serait-ce que méditer 5 minutes par jour. Alors, c'est rien. C'est s'asseoir, respirer 5 minutes par jour. C'est une banalité, mais c'est difficile. C'est dur à expliquer, mais ça fait tellement de bien et ça aide beaucoup. Et voilà, je pense que c'est le secret, c'est ça. C'est une pratique régulière et disciplinée avec des instruments comme ça, méditation, yoga et tout ce qu'on peut utiliser qui nous permet de faire le vide après et d'être complètement présent à une table de poker. Ok, Darkos qui nous pose une question. Qui demande
pour toi, quelles sont les 5 meilleures joueuses du monde, enfin les 5 meilleures joueuses actuelles? Il a mis sans te citer, mais bon, j'ai dit, si elle veut. Je pense que en ce moment, Vanessa, la joueuse de PokerStar, qui nous a montré, enfin, en remportant 2 fois le tournoi de Foxwood, et je pense que c'est la première femme, honnêtement, à vraiment rentrer dans la ligue. Je sais que quand je jouais à temps plein, mon plus grand désir, c'était de rentrer dans cette ligue un peu select, des joueurs qui font très peur. Et à l'époque, c'était justement Phil Hellmuth, Gossenson, Spandiari. des joueurs qui font peur, quoi. Voilà, il s'assoit à la table, le mec, et t'es pas vraiment content. Et il y a aucune femme dans cette ligue, il y en a jamais eu. Et je pense que Vanessa est peut-être la première. Ouais, Vanessa Zelbst. Ouais, la première femme à y entrer vraiment. Je pense que la vérité, c'est que j'ai jamais joué avec elle, donc je parle que de par ses résultats, mais ses résultats peuvent pas vraiment mentir. Elle en a trop, donc elle doit avoir ce talent, elle doit avoir cette force, ce truc en elle qui fait que elle fait trembler. Je pense que si elle arrivait à ma table, je serais pas vraiment ravie, quoi. Je pense que c'est la seule. Je suis désolée pour toutes les autres femmes. Tant pis pour les autres. Vraiment se démarque, mais de loin, de toutes les autres femmes. C'est vrai, elle est extrêmement agressive. C'est la seule. Même feeling pour Annette 15 il y a quelques années. J'ai pensé que ça y était, mais je l'ai pas assez revu. Voilà, je sais pas où en est son jeu, comment elle a évolué et tout, mais peut-être aussi sur Vanessa et que voilà, mais peut-être elle va durer et vraiment rentrer dans cette ligue. Je lui souhaite et je le souhaite à toutes les femmes. On a besoin de femmes comme ça qui nous représentent et qui nous montrent que, mais je parle pour les jeunes, ok, je suis d'accord que nous, on a déjà l'éducation, le mari, les gamins et tout, mais les femmes, les jeunes filles qui ont 12 ans, les adolescentes qui voient des nanas comme ça performer, eux, elles peuvent encore se dire, allez, moi, je veux faire ça, quoi. Elles peuvent s'orienter dans ce sens-là. T'es une joueuse superstitieuse, hein, témoin de ton gris-gris. Sekhmet. Alors, je sais pas si on peut dire un gris-gris, mais... Ouais, en fait, non. On va expliquer quand même que c'est la déesse de la guerre dans l'ancienne Égypte. En fait, j'ai visité son temple à Las Vegas avec un de mes premiers mentors spirituels. Alors, il faut tout de suite que je vous dise que c'est plutôt de la spiritualité que de la superstition, parce que la superstition, zéro. Je suis pas genre, allez, j'ai pas mon t-shirt rouge avec le trèfle vert dans le dos, ça veut dire que je vais pas gagner. Et je suis assis au siège 2 au lieu au siège 8, ça veut dire que je vais pas gagner. Alors ça, j'y crois pas du tout. La superstition, c'est un truc qui tue le joueur, quoi. Ouais. Ça n'a aucun sens. En plus, c'est débile, complètement, quoi. En plus, le plus débile dans la superstition, c'est que si on y croit, que ça va pas marcher, ça va pas marcher. Il s'agit plutôt de, alors je vous dirais des petites figurines. Voilà, j'ai mon petit espace méditation, mon petit coin là où je suis bien avec l'encens, les bougies, des petites photos, des figurines et tout. C'est un truc pour faire un peu, voilà, se mettre dans l'ambiance. Et il y a cette photo de Sekhmet qui est la déesse égyptienne de la guerre. Très forte, puissante, qui décide du sort des autres autour. Donc ça m'avait bien inspiré. J'avais visité son temple, il est complètement perdu à 1h15 de Las Vegas, dans le désert, un petit truc incroyable. Et ça m'avait inspiré, depuis c'est resté. Donc j'ai aussi une petite chaîne avec un pendentif à son effigie que j'ai acheté au musée du Louvre, bizarrement, parce que dans la section égyptienne, il y a plein de Sekhmet. Donc j'ai été renversée quand j'ai découvert quoi. Et mais bon, pas que elle, il y a plein de petits trucs comme ça spirituels qui me, voilà, ça m'aide à me pucer, à me calmer, à me concentrer quand je veux méditer et tout ça. Et donc si tu veux, même on peut parler tout de suite de ton livre. Tu vas faire une séance dédicacée, je crois. Non, on fait une offre pour Noël, donc la société une bonne idée cadeau, donc on s'est dit si vous voulez offrir le bouquin Profession bluffeuse qui était sorti chez Flammarion, on fait des dédicaces personnalisées, donc voilà, la société s'occupe de tout ça et voilà, si vous êtes intéressé, c'est tout simple, c'est info@isabellemercier.com. On le mettra sur notre Facebook de toute façon. Ok, pas de problème. Et il y a un DVD. Il y a un DVD avec qui est sorti avec ton livre, non? Gagné au poker. C'est ce
que le bouquin est sorti chez Flammarion France et le DVD a été produit par Warner France. Donc, c'est deux entités séparées. Donc, le bouquin est sur commande à la Fnac ou Virgin, des endroits comme ça. Le DVD, excusez-moi. Mais le bouquin est encore facile, disponible et d'actualité. Plus je dirais que le DVD, parce que bon, Gagné au poker par Isabelle Mercier, produit en 2008, c'est sûr qu'il y a des notions, enfin toutes les notions existent encore aujourd'hui, mais il y a beaucoup de notions poker qui sont apparues dans les 5 dernières années, qui ne sont pas dans le DVD. Ok. Et est-ce qu'il est prévu un autre livre? J'aimerais. Le bouquin n'a rien à voir avec le. Enfin, le bouquin est lisible par un non-initié poker. Donc, ça, c'est ce qu'on voulait à la base avec ma co-auteure. Donc, c'est un bouquin qui est très, très facile à lire. D'ailleurs, la plupart que j'ai reçu, c'est waouh, je lis jamais de livres et j'ai lu le tien en une journée. Voilà, c'est très très simple à lire, c'est agréable, c'est fun. Donc ça se lit et c'est encore d'actualité. Et puis, en effet, j'aimerais assez. J'ai déjà pas mal d'idées pour un deuxième livre, donc des idées que j'accumule depuis quelques années. Et ce sera une nouvelle identité, une nouvelle image de nos merci que celle qu'on connaît jusqu'à présent. Mais je ne veux pas en dire plus. Ah, on a hâte. Nouvelle, disons, c'est ça le mot que je cherchais. On a un new challenger qui nous dit que si tu veux mettre une fessée pokeristique aux membres du club de poker de Rennes Métropole dans le cadre du Pokerton, faut se dépêcher de s'inscrire parce que les places partent vite. Donc si tu as l'intention d'aller faire un tour à Rennes, tu fais jamais beau hein, là-bas, c'est la Bretagne, hein, je te préviens. Mais on y mange des très bonnes galettes saucisses. Il paraît. Voilà, qui sont vendues au profit du Pokerton et dont on parlera tout à l'heure. Elle passe du temps dans les restaurants, elle mange pas des galettes saucisses, mais il paraît que c'est délicieux, c'est le sandwich number one après, de Rennes. Après 6 heures de yoga, justement, lors de ta préparation, tu laisses une grande part de préparation physique au yoga. Combien ça te prend à peu près tes exercices? Je dirais peut-être une demi-heure, entre 15 minutes et 45 minutes par jour. Donc en moyenne, une demi-heure. Ouais. Et on va dire, pour pas exagérer, 5 jours par semaine. Voilà. C'est ça. C'est vraiment une hygiène de vie, hein. C'est pas que avant tes gros tournois. Voilà, comme aujourd'hui, je suis allée au terme marin, sinon je vais faire un footing, voilà. Mais ça non plus, je fais pas courir 3 heures par jour, j'ai pas le temps de faire ça. Je vais y aller 20 minutes, 2 fois par semaine, et voilà, ça me suffit, c'est très bien, je suis en forme, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps, et voilà. Il n'y a pas besoin de passer 4 heures au gym, 2 heures à méditer, 3 heures à faire du yoga, ça devient débile, quoi. Il faut aussi vivre, bosser, être une personne normale, quoi. Mais comme tout le reste, le secret est dans la modération et la régularité, voilà. On connaît aussi tes passions pour le golf. Tu as une passion pour le golf? C'est assez récent. En fait, je joue depuis longtemps. Donc, c'est ce que j'aime bien. J'ai toujours une bonne drive, ça m'a plu et tout. Mais cet automne, j'ai été invitée par Monaco Télécom à participer à un tournoi, voilà, avec leurs principaux clients et tout ça. Et là, c'est un vrai tournoi. Donc, j'ai vraiment été confrontée à mes coups d'approche. Ça a donné quoi? Ça donnait, à part la drive et le green, entre les deux, c'était assez difficile. C'était le sable, quoi. Le bunker. Mais j'avoue qu'à la fin de la journée, je me sentais vraiment très bien. On a fait un 18 trous et on a commencé à 8 heures le matin et à 15 heures l'après-midi, je me sentais on top of the world. Là, ça m'avait fait du bien de prendre l'air, marcher sur la pelouse verte pendant 8 heures, sauter, courir partout, rigoler. Et donc là, j'ai décidé de m'y mettre. Donc une fois par semaine à Paris, là, j'ai un prof privé pendant 1 heure et je me dis que jusqu'au printemps prochain pour m'améliorer avant de refaire un vrai parcours, quoi. Voilà, ça me plaît. On a Anon, notre fidèle Anon qui est toujours là à chaque émission, qui nous demande sur le chat, tu prends des notes pendant les tournois, à quoi ça te sert exactement? C'est pour écrire des colonnes, parce que j'écris des colonnes dans le magazine Poker 52. Et je vous avoue que si je prends pas de notes, quand j'arrive devant mon ordinateur 3 semaines après, je me dis ah oui c'était bien et ouais je sais plus trop quoi.
dans le but d'écrire une colonne. Si j'écris pas une colonne, je prends pas de notes et voilà, je profite un peu plus du tournoi. C'est vrai que quand je prends des notes, ça me gêne, mais bon, des fois, je manque quelques éléments autour de moi. Bon, même si je prends mes notes à 100 000 à l'heure et c'est un brouillon. Je préfère ne pas en prendre, mais c'est vrai que dans le but d'une colonne, il faut que je note quelques trucs, ou au moins un coup, ma main de départ, le bord, deux, trois conneries pour être bien sûr de pouvoir réécrire le coup, la situation telle qu'elle, même si c'est 2 semaines après que je me mets devant l'ordinateur. On va terminer, on va libérer Isabelle Mercier parce qu'elle a des occupations. On va lui faire une interview merci, no merci. Alors je vais t'expliquer un petit peu, c'est simple, tu as juste à répondre par merci ou no merci. Tout simplement. Je vais te donner un exemple. Un joueur qui envoie son tapis à chaque main. Est-ce que tu lui accordes de la pitié ou est-ce que tu ne l'accordes pas? Non, pas de pitié, non. Non, merci. Un joueur qui limite. Ah non, ça c'est super pour relancer, ça j'en parle toujours dans mes coachings. Donc merci alors. Je relance. Voilà. Un joueur qui te surrelance quand tu as deux rois. Merci ou non merci? Ça dépend, la profondeur de tapis, est-ce qu'il y a d'autres joueurs possiblement dans le coup ou pas. Mais sinon, merci beaucoup de me surrelancer quand je dois. Un joueur qui demande le time à chaque main. Ça me fâche un peu parce que bon, en attendant, les blindes augmentent et ça nous empêche de voir plus de coups dans le temps alloué des blindes. Donc non, pas de pitié pour celui-là, ça va mal se passer. Attention, on connaît tous la poker face d'Isabelle. Je demande le time, c'est-à-dire sur les autres joueurs. Ah oui, je pensais que lui prenait le temps à chaque main. Alors j'ai mal compris la question. Le joueur qui demande le temps à chaque main, c'est-à-dire à chaque fois que l'arrivée est posée et que lui sait qu'il est bien, il demande le temps. C'est-à-dire, te laisse pas réfléchir. Une minute, quoi. Non, il y a une question d'étiquette. Il faut quand même laisser aux gens quelques secondes. Enfin, je parle pas de 10 minutes à chaque coup, mais bon. Ça se voit dans certains tournois. J'en ai mis un hier sur ma chaîne avec, que je me souviens, c'est Rickenmeyer, je crois. D'accord. Il joue contre Gallic et il lui laisse vraiment pas le temps à chaque fois de réfléchir. Il le massacre et l'autre, il lui fait péter un plomb. Il lui fait vraiment péter un plomb. Alors que Gallic, c'est vraiment un joueur solide et sérieux, quoi. Vraiment impressionnant. Un joueur qui mange à la table. Moi, je mange une banane. Bon, après, c'est sûr que si le mec mange des frites avec du ketchup... Oui, j'ai vu que tu faisais un régime banane à chaque tournoi. On mange bien, on touche à rien, quoi. Moi, de toute façon, je suis complètement folle là-dessus. J'ai mon désinfectant à 99,9 degrés. Pas me gratter le nez sans me désinfecter les mains avant, quoi. Un joueur qui arrive en retard à la table. Oui. C'est moi-même. C'est toi. Donc tu lui accordes de la pitié alors. Voilà, c'est mon problème, hein, c'est mes blindes qui partent, voilà quoi. J'ai appris ça du grand filet de moute. Un joueur à la table avec des écouteurs mais où tout le monde entend sa musique. Ça, j'avoue que c'est assez déplaisant et je ne manquerai pas de lui faire remarquer, mais sans lui faire comprendre que ça me met on tilt. Bien sûr, je reste calme. Un joueur qui slow roll, pardon. J'ai pas entendu. Un joueur qui slow roll. Ah non, ça c'est vraiment un grand manque de classe, c'est un truc insupportable. Ça aussi, j'en parle dans mes coachings au niveau de l'étiquette, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Le poker, c'est un jeu où on veut gagner les jetons de son adversaire avec fierté, c'est pas un jeu vicieux quoi. Et le slow roll, c'est très très vicieux comme manœuvre. Tu peux peut-être expliquer justement ce qu'est le slow roll pour ceux pour les auditeurs qui ne sauraient pas. Alors, par exemple, j'ai qu'un flush royal, on est à la dernière carte, mon adversaire fait tapis et je paye, et j'attends qu'il découpe ses cartes, qu'il les montre à tout le monde avant de montrer ma quinte flush royale qui est le nut absolu. Donc je ne peux pas perdre le coup. Donc c'est pas la peine de torturer mon adversaire en lui faisant penser qu'il a gagné mon tapis, en lui laissant abattre ses cartes pour faire avec fierté. Talala, j'ai quinte flush royale. Ça c'est vicieux. C'est très mal vu pour les gens de poker. Très mal vu. Un joueur qui trash talking à la table. Ça me plaît pas mal. D'ailleurs, Tony G a été un de mes héros pendant plusieurs années.
il s'est beaucoup assagi, donc il n'est plus comme ça. Mais j'avoue qu'il y a une dizaine d'années, jouer avec Tony G, c'était mon plus grand passe-temps parce que c'est fabuleux. Ce mec, il trash talk, enfin il trash talkait. Et moi, j'aime beaucoup ça. Je sais que c'est moyennement accepté, mais je pense qu'au poker, on devrait, alors je pense personnellement qu'on devrait être autorisé à dire n'importe quoi, même notre vraie main, même des trucs méchants, n'importe quoi, parce que justement, c'est une des seules armes qu'on a au poker, c'est la parole. Un joueur qui arrive sous la table. Pardon. Très dangereux parce que souvent les joueurs qui sont sous n'ont peur de rien, n'ont pas d'inhibition et en plus vont prendre des bonnes décisions. Donc je vais essayer de me suivre aussi pour lui tenir tête. Un joueur qui arrive déguisé en fille à un tournoi les 10. Ça, je trouve ça très très bas. Voilà, il y a tellement de tournois pour les mecs. Est-ce qu'il faut vraiment que vous veniez dans ce tournoi? Et le pire, c'est qu'on en a déjà vu, gagner. Donc bon, je sais qu'il y a une loi en France qui fait que on ne peut pas interdire à un mec de s'asseoir dans un tournoi les 10. Mais s'il vous plaît, les mecs, voilà quoi, faites bonne figure et ne vous inscrivez pas dans les tournois les 10 quoi. Et la dernière question. Vas-y. Elle est hors de la table, celle-là. Ton voisin frappe à ta porte, il est 3h du matin, pour te dire, alors que tu entends le bruit depuis des heures et que ça t'empêche de dormir, désolé, ce soir on va faire un peu de bruit. Pitié ou pas de pitié? Elle est drôle cette question parce qu'il m'est arrivé exactement le contraire. On était 5 ou 6 à jouer sur Internet. On a eu un gros coup à 2h du matin, venu d'une autre planète. On a touché le code shot. Tout le monde a fait ouais! Et c'est moi qui ai eu la planète. Ça, j'ai beaucoup de compassion pour les voisins qui feront du bruit. S'il vous plaît, faites du bruit et laissez-moi faire du bruit. Ok. Ben, on va terminer là-dessus, c'était la dernière question. On te remercie beaucoup, Isabelle. C'est moi qui vous remercie. Je vous reviens en exclusivité dès que j'ai gagné le WPT Montréal le week-end prochain. Sans problème, grand tu reviens quand tu veux. À chaque fois que tu as quelque chose à dire, même si tu n'as rien à dire, tu viens. Nous, on t'accepte. Génial. Ok, pas de problème. Merci à toi, c'est très gentil. Allez, Allez, à plus tard. au revoir. Bonne soirée, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. On se retrouve juste après pour parler un petit peu du Pokerton et du club de Rennes qui organise cet événement. Nous allons parler du Pokerton, Christelle. J'allais t'appeler Isabelle, mais non, c'est Christelle. J'ai troublé. Elle m'a troublé. Donc si tu m'appelles Isabelle, je saurai que c'est moi. Le Pokerton, oui. Alors c'est une initiative du Cercle de Poker de Rennes Métropole. Alors pas que, ça se fait aussi dans d'autres clubs, mais cette année c'est quand même le club qui en parle le plus. Donc il a été mis, il est à l'initiative d'un groupe d'amis avant tout, donc qui se connaît depuis 6 ans. Et c'est l'un d'entre eux, Damien, un jeune joueur de 26 ans, qui est lui atteint d'une myopathie depuis tout petit. Sylvain qui a gagné le tournoi l'année dernière. Qui a gagné le main event, le free roll donc du Pokerton de l'année dernière, voilà. Qui a voulu marquer un grand coup en gagnant ce main event. Il a tout donné et il a tout gagné. Voilà. Donc il est à l'initiative du Pokerton. Ouais. Donc il faut rappeler quand même que les dons qui sont faits dans le cadre du Téléthon permettent d'accélérer la recherche pour faire des médicaments innovants, pour améliorer le quotidien des familles. Ouais, donc, ce qui n'est jamais évident de vivre avec des maladies comme ça dans la famille, des handicaps. Ils ont besoin de beaucoup d'aide, donner des sous. Voilà, et je trouve que l'initiative du Pokerton, c'est festif. Oui, on mange des crêpes à la saucisse, des galettes à la saucisse. On mange des galettes saucisses, il y a une buvette, il y a donc des membres du club, du cercle de poker de Rennes qui sont là pour accueillir les participants. Il y aura donc un main event où il faut s'inscrire à l'avance. Alors, les inscriptions sont ouvertes, mais on m'a dit dans l'après-midi, donc Bruno du cercle de poker de Rennes qui m'a dit qu'il y avait déjà 70 participants, 70 enregistrés, ouais, et il y a...
il en faudra plus que ça. Non, mais c'est limité à 110 places. Voilà, ils n'ont pas eu le choix de il faut blinder les 110 oui. places, c'est clair. Je crois que l'année dernière, ils ont fait 1 500 € de recettes, c'est ça? 1500 euros, voilà. C'est pas assez non plus, donc il faut vraiment que. Voilà, puis même qu'ils fassent plus que sans participer au main event, je pense que se déplacer, aller à la Triscou rencontre. nous informe qu'il y en a 72 maintenant. Alors allez-y, 72. On redonne la page pour s'inscrire, si tu l'as, c'est ça, je crois. Alors, pour s'inscrire, On va la mettre sur le chat. oui. Si tu veux bien, non, tu l'as pas. Il y a sous la main, page, c'est- il y a la page Facebook de l'événement. Ouais, tout à fait, ouais. Déjà, donc je vais la donner, je vais la copier-coller sur le chat. Et sinon, on peut se rendre sur le site de PokerXY ou sur le Facebook Ouais. du Cercle de Poker On de a mis- Rennes. On a mis l'article sur notre site, sur PokerXY. Voilà, Triscou a mis Voilà. le lien et ils sont rendus à 74, c'est-à-dire ça augmente pendant qu'on parle, donc allez-y, inscrivez-vous. Vous Impeccable. faites une belle initiative quand vous faites ce genre de choses, c'est clair. Ils ont besoin de vous. Donc un main event, Ouais. voilà. Un side event le dimanche. Ouais. C'est dimanche, quelle date exactement? Donc le 8 et le 9 décembre, pardon. D'accord, oui. Oui, on a mis des affiches un petit peu partout. Moi, derrière chaque publicité, chaque pub qu'on a fait pour la venue d'Isabelle, j'ai rajouté pour le Pokerton pour que tout le monde puisse voir. Voilà, ils nous ont mis Du tout samedi. Ils nous ont tout mis sur le chat. Il y a l'adresse du cercle, il y a l'adresse des deux Facebook. Ils- et tout Ils ce sont qu'il faut. super. Ouais, ouais. Donc du samedi 8 décembre à 9h30 au dimanche 9 décembre à 20h. Donc dans le cadre d'une fête associative. Ah, la galette saucisse. À la galette aussi. Où on a Thierry qui nous fait burk. Il n'a pas la galette saucisse, les badges, ils sont plus fricantaliens en fait. Tous les bénéfices de la restauration et les appels aux dons qui seront faits seront reversés au Téléthon. Donc il faut venir à jeun. Ah, Jean, ouais, Il faut avoir très faim. Ouais, pour voir les cartes. Et il y a tout un tas de délices à déguster. Ah, Jean, tu voulais dire qu'il fallait pas qu'il mange. Ah, d'accord. Voilà, J'avais non, pas non. compris ça. Donc, ok. Donc, Ne il mangez fallait pas qu'il boive. Comme on en avait parlé avec Isabelle, du joueur sous qui arrivait à la table, qui était le bon pigeon. Oui, mais apparemment, c'est pas trop possible, voilà, de servir de l'alcool Non. lors de ces événements-là. Non, c'est pas recommandé non plus. Non, mais apparemment, il y aurait preneur, hein. Il y aurait de quoi faire bonne recette. Et Triscou qui veut pas nous donner son adresse perso parce qu'il dit que c'est un coin paumé où il habite. Puis en Bretagne, il n'y a personne. Si, il y a des Bretons, quoi. Quelques-uns. Non, mais Donc, allez-y. si vous habitez à Rennes, les alentours de Rennes, que vous aimez le poker, que vous avez envie de découvrir aussi le poker, parce qu'il y a des sites d'initiation. Donc, Bruno, toujours qui m'a expliqué que c'est à la portée du parfait débutant. Ils sont là pour donner les règles. Voilà, vous serez accueilli par une équipe pédagogique, vous serez initié, accompagné. C'est un très bon moment à passer autour d'une table. Il y a des bounties aussi. Alors, il n'y a pas grand-chose à gagner. Ce sera peut-être des petites peluches à l'effigie du Téléthon et quelques boissons. Mais en tout cas, un très bon moment, une très bonne première expérience live à tenter. Avec des joueurs très, très dynamiques, très sympathiques et qui donnent vraiment envie de les rencontrer en tout cas. On pourra rencontrer Damien, je crois. Voilà, et on pourra rencontrer Damien. Le vainqueur de l'année dernière. Voilà, et on lui espère une victoire, un doublé cette année dans le main. Oui, évidemment. Il paraît que c'est un joueur assez agressif, un shark, et il faudra s'en méfier. Hein. Ah, il y a plusieurs variantes aussi que nous précise du Challenger. Il y aura plusieurs variantes, ça je ne savais pas. Si, il y a Omaha, d'accord. Il y a de l'Omaha aussi. Et Des Saint-Jean, pagaille. Voilà, tout à fait. Oui, il n'y en aura pas qu'un, il y en aura bien plusieurs. Ah oui, c'est clair. Parce qu'à un SNG, à mon avis, ils sont 10 ou 6, quoi. Donc, non. Ils sont bien Donc, 74, je crois, pour l'instant, avant que ça augmente. Ils vont peut-être nous dire que ça a augmenté ou pas. Il a été à un 75e, un 76e. Faut y aller, hein. D'autres infos, peut-être? Sur PokerXY, vous avez Ouais, l'article que j'ai écrit qui permet de voir un petit peu les photos du PokerTon 2011 qui permet de se donner une idée du déroulement, du cadre et de la bonne ambiance qu'il peut y avoir. avec la crêpe à la saucisse. Avec la galette aussi. Que je mangerai un jour, que je viendrai manger un jour à Rennes. Ah, t'as été invité.
t'as été invité alors. Attention, mais à mon avis, c'est calorique, non? Non. Et du badougi, voilà, du badougi ou du badougi, je sais même pas comment on dit. Ah, je pense que c'est du badougi, hein, comme ça s'écrit. Voilà. Alors oui, Triscou qui malheureusement se retrouve souvent seul à jouer au badougi. Donc s'il y a des amateurs de badougi, voilà, qui n'hésitent pas à se déplacer le 8 et le 9 décembre pour éviter que le pauvre Bruno joue tout seul. Ce serait bien. Je crois que tu as un message à faire passer. Oui, j'avais un message de Damien. J'avais posé des questions donc par l'intermédiaire de Bruno à Damien et il a répondu un petit texte que j'ai envie de lire tout simplement, voilà, de bout en bout comme ça. Vas-y, Donc Damien qui nous a écrit: la première édition du Pokerton a eu lieu en 2008. C'est donc là la 5e édition cette année. Mon père organise une manifestation cycliste pour le Téléthon depuis que je suis tout petit. Étant atteint d'une myopathie, je n'ai jamais pu participer à cette action. Donc je cherchais une idée depuis longtemps pour en créer une moi-même. J'ai commencé à jouer au poker en club en 2007 et l'idée s'est imposée d'elle-même en 2008. J'en ai parlé à mes amis et ils ont tout de suite été partants pour m'aider. Au début, ça n'a pas été facile de l'organiser car le club dont je faisais partie ne s'était pas beaucoup investi dans le projet. J'ai changé de club pour le club poker de Rennes en 2010 et celui-ci, contrairement à l'autre, fait partie prenante du projet. Et la 4e édition, donc celle de l'année dernière, a réuni 70 joueurs, a rapporté 1 500 € pour le Téléthon. Ce sera plus cette année, puisqu'ils sont déjà 74. Et ils espèrent faire mieux cette année. Donc il y a déjà plus de joueurs, mais ce serait bien aussi, voilà, qu'il y ait plus de personnes qui se déplacent à la manifestation pour venir manger un bout, pour venir passer un bon moment, partager entre joueurs. Un week-end au bord de la mer. Oui, alors il y aura peut-être pas le soleil, mais il y aura plein de gens fantastiques et agréables pour vous accueillir. Et des galettes saucisses à gogo. Voilà. Vous voulez parler aussi du petit Lenny, je crois. L'association SOS Lenny, qui a vu le jour. Ouais. Voilà. Donc j'ai récupéré l'information sur le Facebook de Monsieur Ktorzara et donc l'association a vu le jour. Elle a pour objectif donc les dons qui sont faits à cette association permettent des actions pour faire avancer la recherche médicale pour le neuroblastome, pour les enfants atteints de cancer, de ce cancer. Voilà, donc on peut visiter le site. Il y aura les dernières nouvelles. On peut faire des dons aussi, je crois. Voilà, on peut faire des dons, on peut devenir bénévole. Alors je sais pas de quelle manière, voilà, on peut donner son temps pour l'association, mais pour ceux qui ont un peu de temps et qui ont été sensibilisés à l'histoire du petit Lenny, et il y a beaucoup de petits Lenny malheureusement dans le monde, et ce serait bien, oui, de pouvoir donner un petit peu de temps à l'association si on ne donne pas un petit peu de son argent. Ouais, même quand on a vu, quand ils ont organisé un petit peu des choses ou des tournois, ça demandait 5 € je crois de notre poche ou quelque chose comme ça, donc c'est pas non plus une fortune, donc je pense que tout le monde peut mettre 5 € pour un tournoi et jouer ce tournoi en s'amusant, et en plus il fait une bonne action, c'est une bonne chose. On mettra l'adresse sur notre Facebook, Sam. Voilà. D'autres choses à dire sur l'association, peut-être? Oui. Je pense c'est un endroit où les parents qui vivent la même douleur, la même bataille peuvent se retrouver. C'est le papa du petit Lenny, je crois. C'est le papa du petit Lenny qui a fondé l'association, non? C'est les parents, donc c'est le papa et la maman, oui. Ouais. Monsieur et Madame Alexandre Garcin, qui sont à l'origine de l'association, et qui ont mis en place aussi toute une section où les familles qui connaissent aussi
cette douleur-là, cette bataille-là puisse témoigner, se retrouver, partager. Oui, on peut rappeler que les parents ils sont retrouvés sans travail, Voilà, c'est sans important. rien, ils n'avaient aucune aide et que heureusement qu'il y a eu monsieur Corza dans le coin qui a fait vraiment beaucoup pour que enfin tout le monde soit au courant de cette association. Et il y a un joueur de poker professionnel qui a tenu à rester discret dans l'anonymat et qui finance entièrement tout le traitement du petit Denis. Oui, et je pense que l'association a dû quand même voir le jour pour ça aussi, pour éviter que d'autres familles se retrouvent isolées comme ils ont pu l'être. C'est clair, c'est clair. Ils ont tout perdu, hein, je crois qu'on peut le dire. Philippe m'avait précisé en off que dans la vidéo qu'on voyait, où on voyait le petit Denis, on voyait son papa avec une BMW, mais la BMW lui avait été donnée, puisqu'il n'avait vraiment plus rien. Plus aucune aide, rien de l'État, en tout cas de notre État français, on ne va pas le citer. Et voilà, donc heureusement qu'il y a des gens qui ont encore le cœur sur la main pour aider ces gens-là. Et je crois qu'on va se faire un petit poker no stress, non? Oui, déjà je voulais remercier François Montmirel de son envoi. Et je me demande bien pourquoi il me l'a envoyé à moi. Oui. Poker no stress. Oui, parce qu'il savait que tu étais stressé, c'est bon. Voilà, ça. sûrement il l'a senti. Hein. Tant qu'on y est, je vais le remercier aussi doublement, puisqu'il m'a quand même envoyé aussi Poker Cadillac version 3.0 que je n'ai pas encore commencé, puisque j'ai attaqué le livre de David Borat, Poker Edge. Il sera l'invité de la Il sera l'invité le 27, tout à fait, et je vous rappelle qu'il fera gagner des livres dédicacés. Donc venez nombreux si vous voulez vous offrir un petit Poker Edge. Ce sera gratos et en plus dédicacé par l'auteur, ça fait toujours plaisir, un petit mot personnel. Donc voilà, vous êtes tous conviés à venir le 27 gagner des livres, on fera des petits jeux. Donc là par contre on va parler de Poker No Stress, Christelle. Oui, on va parler de... Alors il y a plusieurs techniques. Vider son bol, c'est ça, non? Et c'est la technique de vider son bol. Après avoir eu le bad beat fatal, celui qui est terrible et dont on se remet pas facilement, celui qui fait qu'on garde la trace via les hormones et les neurotransmetteurs, n'est-ce pas, de son bad beat. On se sent pas bien, il faut nettoyer tout ça et donc on va vider son bol. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour vider son bol? Prenez des notes. C'est important. Donc, il faut choisir un animal, l'animal qui vous inspire le plus pour défouler votre rage. Déjà. C'est la tortue, toi, non? Ou le caniche-nain, je sais pas. Le caniche-nain, ah bon. Par exemple, c'est très méchant, un caniche-nain. Des teignes, c'est pour ça, d'accord. J'avais pas compris. Je croyais que c'était la coupe de cheveux, en fait, je ne comprenais pas. Donc pour défouler la rage, la tristesse, le désappointement, il faut choisir l'animal qui nous inspire le plus. Souvent, celui qui revient le plus, c'est le tigre et l'ours. Le tigre et l'ours? Voilà, il faut s'astreindre à le faire pendant au moins 10 minutes. Certains, je comprends pour l'ours, parce que l'exercice. C'est le miel dans les oreilles, non? C'est pas ça? Ça cause du miel dans les oreilles? Non, je pense pas. Tant pis. Donc il faut se lâcher. Voilà, il faut faire de l'expression corporelle et pendant 10 minutes vous allez faire un peu de bruit. Alors il ne faut pas que les voisins s'inquiètent, que les concubins et les concubines s'inquiètent. Vous allez vous mettre dans la peau de l'animal qui vous inspire le plus et vous allez commencer à marcher, à tourner en rond et commencer à faire des va-et-vient et laisser l'animal s'exprimer à travers vous. Alors, attention. Oui, c'est-à-dire si tu fais le tigre, fais attention à ta piscine, quoi. Tu vas tout arracher, quoi. C'est ça, non? Il faut prévoir de grogner, de hurler, de taper du pied, de donner des coups de griffe, de mordre. J'imagine très bien François chez lui, à quatre pattes, en train de faire le tigre. Moi, j'ai pensé à Guillaume Darcourt, en train de faire le boa. Le boa, ouais, en train de ramper par terre, ça peut être pas mal. Ouais. Si t'écoutes, tu vas être content. Alors, tu sais que Philippe nous écoute souvent, Philippe Corza. Donc, oui, mais il écoute en fond. Donc, logiquement... en fond avec la télé. Ouais. Donc, si les râles commencent à ressembler à des insultes, faut les bougonner, les grogner, les grommeler, mais pas forcément les sortir telles quelles, balancer les bras, etc. Il faut s'astreindre à le faire 10 minutes. 10 minutes, ça paraît long. Mais pour vraiment, pour se vider,
c'est important. Ouais, puis l'hygiène, c'est pas terrible. Hein. Si tu lèves la patte en faisant le tigre, je vais te dire, les rideaux, tout ça, la tapisserie, ça va en prendre un coup. Hein. Oui, peut-être Puis aussi. tu risques de tirer des bêtes quand même à un moment. Non Mais le mental, lui, il faut savoir que le mental, il veut pas quitter l'état émotionnel. On est addict de ses propres sécrétions hormonales. Donc, on est addict de son mal-être. Quand tu vas plus aux toilettes, quand tu fais ça, quand tu vides ton bol, tu vides ton bol sur le canapé ou sur le tapis. Vider son bol, c'est vraiment vider toute cette énergie négative qu'on a à l'intérieur et ça va on être a beau du chez toi, mal hein, à. je te le dis. Hein? J'aimerais pas vivre avec François, hein, je te le dis. De temps en temps, François fait le tigre. Voilà. Après, il y a une technique qui s'appelle la respiration égyptienne qui accompagne la technique de vider son bol, mais dont je pourrais parler éventuellement la semaine prochaine. Ah. Voilà. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de savoir un peu auprès des joueurs l'animal qui sommeille en eux Ouais. Et Bah, on le sait pour Darko, comme tu disais. oui, Ouais. oui, mais Darcourt c'est facile. Le boa. Voilà. Que tu as eu cette semaine, je crois, le boa. Tu as discuté avec Oui, lui, musique, je crois. j'ai discuté avec lui. Oui, j'ai discuté musique et on a discuté aussi du fait que le flop des fois se dilait carte par carte, que Oui. ça se voyait parfois dans certains tournois. Le FPS notamment que j'ai mis sur la chaîne Poker XY, pour ceux qui Voilà. veulent aller sur YouTube et qui veulent voir la vidéo, c'est sur Tony Royal. En fait, il suffit de taper Tony et Royal derrière comme mon pseudo. Et donc il m'a Vous verrez dit, que le FPS, il deal les cartes une par une. voilà, et il m'a dit avec beaucoup d'humour parce que maintenant il faut prendre les tournois FPS au sérieux. Oui, Voilà, donc il a dit que tout à maintenant fait. il ferait plus de WPT, plus de WSOP, il ferait que des FPS. Il va taper les croupiers. Attention, croupier. Voilà, mais ne toujours avec deal beaucoup d'humour. pas. Ouais. Attention, croupier ne deal pas au FPS, quoi. Enfin, pas à Guillaume Darcourt, en tout cas. Mets-lui un flop entier, s'il te plaît. Non, c'est un œil au beurre noir. À tous les croupiers du monde. Ouais, c'est clair. Donc voilà pour moi, pour Poker No Stress. Un livre que je conseille parce qu'il y a tout un tas de techniques T'as eu le temps de basées sur lire le en entier yoga, des techniques comportementales, enfin qui impliquent. Non, mais c'est Non, mais sérieux je ce que je dis. Je pensais à François qui faisait tigre et qui urinait sur les murs. Voilà. Je sais pas je sais pas si c'est une des techniques de François, mais Non, parce qu'il nous a pas dit quel animal il était, du coup. Puis t'avais pas reçu le livre avant. Il a fallu chiner pour l'avoir, hein, faut le dire, hein, quand même. voilà, plusieurs techniques en fonction de si on a un complexe d'infériorité, un complexe de supériorité, si on est poursuivi par la malchance aussi, il y a une technique particulière Ouais. qui est assez Tout sympathique. le monde n'a pas des statues de Sekhmet chez lui, Voilà. ou autour du cou. Oui. Et je pense que je parlerai d'une technique par semaine quand on souffre de problèmes personnels, d'argent, qu'on est en manque de poker, etc. Voilà. Ah ouais, ça peut être sympa. Oui, aux éditions Fantaisium pour ceux qui Fantaisium, oui, c'est les éditions oui, de Monsieur Montmirel, sur Montmirel. que nous respectons beaucoup, que nous avons reçu ici. Mm. Très très gentil. C'est je crois que c'est la plus grosse émission qu'on a fait avec lui d'ailleurs, parce que c'était 3h30, je crois. Hein, c'est ça Oui. 3h30. Avec quelqu'un, on n'a pas vu passer le temps. C'est clair. Quelqu'un d'extrêmement important pour le poker français et qui a fait beaucoup, énormément et qui a certainement pas fini. Parce que je rappelle même qu'il a écrit une vingtaine de livres, qu'il a traduit autant, qu'il a créé l'école française de poker. C'est un monstre. C'est juste un monstre, quoi. Absolu. Bon, il nous rappelle quand même sur le chat New Challenger qui a de la bonne saucisse sur Rennes à manger, la galette saucisse. Et on sait toujours pas si ça a augmenté les inscrits là. On peut peut-être redonner On les peut dates. avoir un compte des inscrits. On peut avoir un Redonner les dates, le 8 et le 9 décembre 2012. compte. Ah, Rennes. 75. On a gagné, on a gagné, Un qui est venu on a s'inscrire gagné en encore tout. un, donc c'est bien. Nous Entre- J'espère qu'eux nous feront autant de pub que nous on leur a fait. Hein. Ils ont intérêt d'être là tous les mardis maintenant, les petits du cercle de Rennes. N'est-ce pas les amis? Faut leur venir maintenant. Faut assumer, faut assumer. Donc le cercle de Rennes qui assure
On vous enverra des écusons. Oui. C'est possible ça. C'est possible ça. J'en ai envoyé un à Alex Diaz Martinez pour pas le nommer. Notre coach de poker sera le 27. On fera une émission ensemble. Ça sera certainement pré-enregistré parce que Alex a beaucoup d'activités, qui joue beaucoup en casino. Et je crois que c'est sa demi-finale télé à Madrid. Donc il va aller jouer devant la télé et devant plein de gens, logiquement, à Madrid pour son tournoi. Et donc on fera certainement une émission enregistrée. Et surtout de pas tomber sur une paire d'as. Ouais, c'est ce qu'on peut lui souhaiter, ouais. De pas avoir paire d'as d'entrée de jeu et que son adversaire est paire de 10 et qu'il trouve un brelan flopé. Au moins qu'il nous fasse plus d'une main ce coup-ci, ça serait intéressant, ouais. Filmer, ça serait bien. Qu'il soit un petit peu moins ridicule. Non, on se moque de lui, mais on l'adore. D'ailleurs, on va passer un petit mix en fin d'émission qui est très bientôt d'ailleurs, la fin d'émission, de monsieur Alex Martinez, qui nous a fait l'honneur de nous faire un petit mix, parce que je rappelle qu'il est chanteur, ce monsieur, de temps en temps, à 16 heures perdues, quand il était jeune. Ouais, quand il était jeune, ouais, c'est un mix rap, ouais, c'est plutôt... Non, c'est pas non merci dans votre discours. Pas encore. Non, c'est pas non merci, là, c'est un mix rap. Vous allez voir, vous allez entendre des sons que vous connaissez. Nous, franchement, on s'est éclaté à l'écouter, parce qu'on a trouvé ça vraiment génial. Et puis, on va le faire découvrir un peu à tout le monde. Et on va se lancer là-dessus, hein, je crois. On va se quitter, on va dire au revoir à nos auditeurs. On va les remercier des fidèles, notamment au Cercle de Rennes. On rappelle que le Pokerton, c'est le 8 et 9 décembre. Le 8 décembre. Hein, que les adresses, vous pouvez les retrouver sur notre Facebook, PokerX Showdown. Voilà, on remercie tous les auditeurs, on leur fait des gros bisous. Et puis, on leur dit à mardi prochain, où on recevra David Borat pour son livre Poker Edge. Je rappelle, il y aura des livres à gagner, dédicacés, donc n'hésitez pas à venir. On fera des petits quiz, je crois, des petites questions. Oui. On verra. On a un quiz pour David Borat d'ailleurs, puisque lui en met à la fin de ses livres, donc on va se permettre de lui faire un petit quiz. Poker XY Showdown, j'adore. Pas de pot si tu lampes French Poker Radio.